Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va voir ensemble toutes les grandes étapes pour faire un sourcing et un apport de façon la plus facile possible et de façon à ce que vous compreniez vraiment toutes les étapes clés pour pouvoir réussir votre sourcing et réussir vos imports. Avant de commencer, j'allais oublier une petite chose. Tu as trois devoirs à faire. T'abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu. Et n'oublie pas de cocher aussi la petite cloche de notification pour les prochaines vidéos. Allez, on est parti. Rappel, en général, dans l'e-commerce, on a quatre grandes phases. On va avoir la partie qui va être recherche des produits, ensuite la partie sourcing import qu'on va voir justement aujourd'hui, la partie après commercialisation avec les CMS et puis la logistique interne, livraison du client final, et puis le dernier, visibilité avec tout ce qui est pub et marketing. Et sans dénigrer quoi que ce soit, je pense que sur ces quatre étapes, il y en a deux qui sont très importantes, c'est sourcing import et la visibilité. Les autres, finalement, sont assez faciles à mettre en place parce qu'il est assez facile de trouver des prestataires qui font ça très bien et qui ne le font pas pour des coûts complètement démesurés. Le sourcing et l'import, par contre, ça fait partie des choses qui sont souvent le moins bien traitées, sur lesquelles vous trouvez assez peu d'informations et souvent, je le vois moi-même sur les groupes, les informations qui sont données sont souvent fausses parce que c'est mal compris, parce que l'expérience qui en ressort est souvent inexistante ou alors ça a été mal interprété, mal géré. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire vraiment les bases de façon à ce qu'on puisse voir ensemble tout ce qui va vous permettre d'avancer dans votre sourcing pour le e-commerce. Donc voilà déjà les grandes étapes. Alors, la première chose à se poser, parce que je sais que certains d'entre vous ne le savent pas, le sourcing, c'est quoi? Donc je vais essayer d'aller au plus simple. C'est en fait l'art de s'approvisionner en produits avec le meilleur rapport qualité-prix. Euh, Faire un bon sourcing, c'est pas forcément aller chercher le produit le moins cher. Souvent, vous en avez pour votre argent. Si vous allez chercher le produit le moins cher, il sera souvent peu qualitatif. Et le plus cher n'est pas un signe de qualité non plus. On peut prendre l'exemple des vins, par exemple. C'est pas parce que vous payez un vin très cher qu'il sera très bon, et c'est pas parce que vous payez un vin à un tarif très raisonnable qui sera mauvais. Voilà. Donc l'objectif pour vous, c'est de trouver le meilleur rapport qualité-prix, et c'est l'art qu'on appelle le sourcing, justement. Je vous ai mis un petit schéma avec toutes les étapes qu'englobe le sourcing. Ça va commencer d'abord par définir votre produit. Ensuite, on va aller rechercher les fournisseurs. Ensuite, on va passer ou non par la case échantillon. Ensuite, on va aller négocier son produit une fois qu'on a trouvé son fournisseur. On va vérifier la réglementation et les normes. Une fois que tout ça a été vérifié, on passe en production. Le packaging, puisqu'évidemment, c'est rare d'avoir des produits en vrac, donc il faut les emballer. L'inspection, et puis enfin, le shipping qui permet de récupérer les marchandises sur le lieu de vente, donc soit dans les entrepôts Amazon, soit chez vous, ou dans un entrepôt 3PL, peu importe, mais c'est cette partie aussi qui est importante, qui permet d'amener du point A au point B vos marchandises. Quels vont être les risques si votre sourcing ou votre import est de mauvaise qualité ou mal fait? Bah, le premier, c'est que vous allez perdre du temps. Le deuxième, vous risquez de perdre vos clients, parce que si vos produits sont pas qualitatifs, les gens vous les achèteront pas. Accessoirement, quand vous travaillez aussi sur des marketplaces, quand vos produits sont pas qualitatifs, que les clients sont pas contents, outre le fait de les perdre, il ne faut pas oublier que des plateformes comme Amazon euh, adorent que leurs clients soient satisfaits. Et ils sont là pour gagner de l'argent aussi. Donc si vos produits ne sont pas qualitatifs, ils ne vont pas les vendre. S'ils ne les vendent pas, ils ne gagnent pas d'argent, donc vous ne les intéressez pas. C'est le meilleur moyen de vous faire fermer vos comptes et de ne plus pouvoir vendre sur ces marketplaces. Et une fois que vous fermez ce genre de porte, c'est très difficile de revenir en arrière et vous allez perdre une faculté à mettre en avant vos produits que vous retrouverez jamais, même avec un site internet en propre. Il ne faut pas oublier également que vous avez, en tant qu'importateur, une responsabilité civile ou pénale. Donc si vos produits sont mal sourcés, ne correspondent pas aux normes, au mieux ils vont être saisis en douane et détruits. Au pire, imaginez que vous apportiez une prise électrique et que ça prenne feu chez votre client final, vous en serez complètement responsable. À partir du moment où vous importez un produit hors d'Europe, vous devenez légalement le fabricant.
L'importateur est considéré comme le fabricant. Donc, vous assumez toute la responsabilité de votre produit et accessoirement de votre mauvais produit. Alors, on va détailler un petit peu plus chaque étape. Donc, la première étape, c'est la définition du produit. Il va falloir que vous créez votre offre. Parce qu'on parle souvent de produit, mais un produit finalement n'est qu'une partie de l'offre. Vous, ce que vous allez vendre, c'est une offre. Si vous vendez un crayon, une gomme et un taille de crayon, voilà, vous avez trois produits, mais en fait, vous n'avez qu'une seule offre. Alors, il va falloir définir les caractéristiques de ce produit, c'est-à-dire et de cette offre. Qu'est-ce qui va rentrer, qu'est-ce que vous voulez vendre, qu'est-ce que vous voulez acheter à ce fournisseur. Il va falloir également aussi définir votre business model, puisque en termes d'e-commerce, voire même en termes de commerce tout court, il existe plusieurs formules. À commencer par le retail, c'est-à-dire prendre un produit existant et le revendre tel quel. Pas de transformation, pas de marque, rien. Vous voulez vendre du Coca ou du Nutella, vous trouvez un grossiste qui va vous vendre des palettes de Coca ou de Nutella, vous les envoyez chez Amazon, vous allez vous greffer sur un listing déjà existant et vous allez le vendre avec des milliers d'autres vendeurs qui vont faire la même chose que vous, c'est du retail. La partie un peu intermédiaire, qui est souvent appelée private label, PL private label, et en fait qui n'en est pas, c'est le fait de prendre un produit existant. Je reprends mon exemple du Coca. Acheter du Coca en marque blanche et mettre votre propre logo dessus, ce n'est pas faire du private label. C'est, voilà, moi j'appelle ça une marque blanche logotée. On peut trouver plein d'autres mots. Voilà, moi j'ai utilisé ce terme-là pour que ce soit plus compréhensible et vraiment pour que ce soit plus facile pour vous d'intégrer la différence entre le fait de changer simplement un packaging ou de mettre une simple étiquette avec une marque sur un produit existant et le fait de faire du vrai private label, donc justement la troisième étape, où le vrai private label, c'est la transformation d'un produit. Vous prenez un produit existant et vous l'améliorez. Vous changez le matériau, vous changez le design, éventuellement à minima, vous changez les coloris. Enfin, il existe énormément de possibilités. Et après, vous avez également le private label encore plus poussé, où là, vous créez un produit de toutes pièces. C'est-à-dire que vous prenez un produit qui peut déjà exister et vous l'améliorez puissance 1000. Voilà, ce type de business model va changer aussi complètement la donne parce que vous n'allez pas aller chercher les mêmes choses. Si vous faites du retail, c'est pas la peine d'aller sourcer en Chine. Si vous faites l'espèce de pseudo-label, private label, vous pouvez sourcer en Chine, mais il n'y aura pas de barrière à l'entrée, donc ça ne sera pas vraiment votre produit, ça sera un produit générique sur lequel vous aurez simplement mis un logo, mais n'importe qui sera capable de faire la même chose que vous. Et ensuite, l'étape vraiment plus au-dessus, et c'est celle-ci que je vous conseille de travailler aujourd'hui, c'est vraiment le private label. Celui où vous allez apporter vraiment une amélioration qui n'existe pas encore ou un matériau qui n'est pas encore utilisé par vos concurrents. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, vous ne serez pas concurrencé, mais aujourd'hui, il n'existe pas, donc ça vous donne une longueur d'avance pour pouvoir vous positionner. Il va falloir également vous demander quelles sont les quantités que vous pensez vendre. C'est-à-dire que vous n'allez pas sourcer de la même façon si vous savez que vous allez vendre un produit par mois que si vous en vendez 10 000 par mois. Et votre pouvoir de négociation ne sera pas le même. Sous réserve, évidemment, d'avoir le budget pour. C'est-à-dire que si vous pensez vendre 10 000 produits par mois, c'est bien, mais si vous n'avez pas les moyens d'acheter la marchandise pour vendre ces 10 000 produits par mois, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Donc même chose, votre budget va être très important, car on ne va pas communiquer de la même façon avec un fournisseur qui génère des millions de dollars tous les mois quand on arrive avec une commande à 1 000 euros que quand on arrive avec une commande à 20, 30 ou 40 000 euros. Ou dollars, finalement, peu importe. Un autre point qui est très important, et alors celui-ci, je crois qu'il est toujours sous-estimé, toutes les personnes avec qui je parle sont dans ce cadre-là, c'est les connaissances techniques. Quand on veut travailler un produit ou une offre, le minimum syndical, c'est de savoir de quoi on parle. Il va falloir que vous vous intéressiez à votre produit, à la catégorie de votre produit, quels sont les matériaux qui sont utilisés, pourquoi cela et pourquoi pas un autre. S'il y a des piles, les batteries, ça fonctionne sur secteur. Si c'est un produit électrique, quelles sont les puissances? Quelle est la résistance du produit? Est-ce qu'il supporte un poids, pas de poids? Quelles sont les obligations réglementaires et légales? Est-ce qu'il doit y avoir une norme CE?
Je prends souvent l'exemple de la spatule en silicone pour la cuisine. heu, il va falloir que, vous ayez la norme CE contact alimentaire dessus, puisque c'est du silicone et que ça a une particularité. C'est rien de très compliqué, mais vous devez le savoir et pour le savoir, il faut se renseigner. Le fait d'avoir une idée et de se dire: «Tiens, j'ai vu sur, une vidéo YouTube que c'était top de vendre de la corde à sauter de fitness. Je fais ça parce que c'est l'idée du siècle. Je mets mon logo dessus et roule poupoule». C'est pas faire du sourcing. Vous pouvez pas faire du sourcing avec ça. Déjà, premièrement, vous allez être dans du retail parce que vous allez faire la même offre que tout le monde, donc il y aura aucune différenciation, aucune barrière à l'entrée. Et puis en plus, vous allez arriver auprès de votre fournisseur, vous savez pas de quoi vous parlez, vous savez pas, quels sont les différents matériaux, à quoi ça sert, pourquoi c'est fabriqué comme ça, heu, quelle est la forme la plus adéquate pour pratiquer, ce sport et cetera. Et tout ça, si vous ne le savez pas, vous pouvez pas avoir de crédibilité auprès d'un fournisseur. Les fournisseurs, ils continueront sans doute à travailler avec vous. Par contre, attendez-vous à avoir soit des produits peu qualitatifs, soit les payer très cher parce qu'ils vous auront pris pour un pigeon et ils vous auront facturé en conséquence. Mais vous ne pourrez pas leur reprocher, ça sera de votre faute. Il faut s'intéresser à ce que vous vendez. Il n'est pas possible de partir dans l'idée de se dire, voilà, j'ai trouvé ce produit-là, c'est top, je fais ça, je vais le chercher sur Alibaba et puis c'est parti, je le mets en vente. C'est pas comme ça que ça se passe. L'étape 2, une fois que vous avez validé justement votre produit, il va falloir chercher un fournisseur. Alors, où est-ce que vous allez chercher? Bah, évidemment, l'outil le plus utile aujourd'hui, c'est Alibaba. Attention à sa façon de l'utiliser. Alibaba, c'est pas du e-commerce, on ne commande pas sur Alibaba comme on le fait sur Amazon. Alibaba, c'est un annuaire de professionnels. Vous avez également Google, puisque toutes les usines, tous les fournisseurs ne sont pas toujours référencés sur Alibaba et ne sont pas toujours très bien référencés. C'est pas forcément ceux que vous voyez en premier qui sont les plus performants, les plus pertinents pour vous. Et alors le top du top, c'est les salons pro. C'est là-dessus, en vrai, où vous allez vraiment rencontrer les personnes qui sont bien pour vous. Et puis c'est là où vous allez créer des contacts. Et ces contacts vont vous permettre de sourcer de façon beaucoup plus optimale. Vous aurez sans doute des tarifs meilleurs puisque vous aurez rencontré physiquement la personne, vous serez déplacé sur un salon, vous aurez pu voir les différents produits, les différents matériaux. Justement, si vous ne maîtrisez pas votre produit, le salon professionnel est le lieu idéal pour apprendre. Donc c'est vraiment l'endroit où il faut être. Les salons pro, vous ne trouverez rien de mieux. Alors, j'ai mis salon pro, les trade centers comme Yiwu sont très très bien aussi, évidemment, c'est pas un salon professionnel, mais ça reste quand même un trade center, ça vous permet de voir plein de produits, plein de fournisseurs qui sont là à demeure et de pouvoir sélectionner des produits, de pouvoir faire des tests, etc. Ensuite, quels sont les différents types de fournisseurs et en fonction de chaque type, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun? Le premier, le plus courant, celui qui sera sans doute le plus difficile pour vous au début puisque, ça va nécessiter d'avoir plus de volume, c'est l'usine. Alors l'usine, son gros avantage, ça va être les coûts puisque du coup, vous allez travailler en direct avec le fabricant, donc pas d'intermédiaire entre les 2. Par contre, les 2 principaux inconvénients auxquels vous allez être confrontés, c'est que les MIOQ justement, les quantités minimum risquent d'être beaucoup plus élevées et vous allez vous apercevoir que vous allez avoir aussi beaucoup moins d'options de service. C'est-à-dire que l'usine, elle est là pour fabriquer un produit, elle fait pas forcément, tous les petits services qui peuvent être à côté, le packaging personnalisé, les photos, les vidéos, vous orienter sur tel ou tel service et cetera. Ah, si je reprends mon exemple de la spatule silicone pour la cuisine, si vous contactez une usine qui fabrique ce matériel de cuisine, son job, c'est de faire ça. Alors après, sur des très grosses entités, ils ont des départements marketing, ils ont des départements design, etc. Sur des usines plus petites, ça ne sera pas forcément le cas. Donc voilà, l'inconvénient, c'est ça, c'est que vous risquez d'avoir plus de difficultés à traiter en direct avec les usines. Travailler en direct avec une usine, il faut avoir soit un bon budget de départ, soit avoir déjà de l'expérience dans le sourcing. Le deuxième, qui en général, alors qui est souvent déconseillé et c'est une erreur, c'est le trader. Donc ce qu'on appelle un trader, en fait, c'est un grossiste. Alors certes, c'est un intermédiaire. Certes, il va y avoir des coûts supplémentaires puisqu'il va prendre sa marge sur le produit. Ça, ce sont ses principaux inconvénients. Si vous êtes
Face à un trader spécialisé, c'est pareil. Le trader spécialisé, normalement, il va vous vendre en fait que la catégorie produit dans laquelle il se trouve. Après, vous avez des traders plus généralistes qui sont, eux, pour le coup, pas les meilleurs parce que quand on fait tout, on fait souvent tout mal. Alors que quand on est spécialisé sur les produits de cuisine, produits de sport, animalerie, peu importe la catégorie, on sait un petit peu plus de quoi on parle et ils ont des usines qui sont beaucoup plus segmentées de façon à trouver des produits vraiment plus qualitatifs. Donc voilà, quand on travaille avec un trader, il vaut mieux prendre un trader qui est spécialisé dans un domaine. L'avantage de ce trader, c'est qu'il va pouvoir avoir des quantités d'achat moindres. Il a souvent un package de services beaucoup plus important. Il est capable de vous logoter des packaging, il est capable de vous faire un assortiment de produits. Attention, je ne parle pas de bundle, hein, je parle d'un assortiment de produits, c'est-à-dire que vous pouvez très bien au début vous dire je fais 100 unités de spatule de cuisine, 100 unités de louche, 100 unités de casserole, etc. Ça vous permet de tester le produit. Avec une usine, ça ne sera pas possible. S'ils font du silicone, ils font pas de la casserole inox. Voilà, le trader, lui, va être capable de faire ça. Et le troisième, qui est celui qu'en général on utilise le plus quand on a de bons contacts après, c'est les agents. Alors les agents, ils ont le même inconvénient que les traders, c'est c'est un intermédiaire supplémentaire, donc ils ont une commission, mais c'est une commission que vous pouvez retrouver aussi. Il ne faut pas oublier une chose, on va en parler après, c'est que quand vous êtes un nouvel acheteur, vous n'avez pas d'historique, le fournisseur ne vous connaît pas, donc vous n'aurez jamais les meilleurs tarifs. D'autant plus si vous commandez en toute petite quantité, vous aurez des tarifs qui seront beaucoup plus élevés, ce qui est tout à fait normal. Si aujourd'hui, moi, ça fait 10 ans que je travaille avec une usine et que je lui commande un container toutes les semaines du produit, il serait totalement anormal pour moi que vous, petit acheteur, vous arriviez en demandant une commande pour 1000 $ et que vous obteniez le même prix que moi. Donc voilà, l'agent peut parfois pallier un petit peu à ça, comme lui, il traite avec plein d'usines différentes, hein, il est capable de vous avoir des tarifs qui vont être meilleurs que si vous passez en direct et parfois qualitativement un petit peu mieux que le trader. Alors souvent, la frontière peut être un peu mince entre le trader et l'agent. L'étape 3, c'est l'échantillon. Alors l'échantillon, je vais le mettre en étape optionnelle. Dans mon cas, je ne fais jamais venir d'échantillons ou rarement. Uniquement si c'est un produit sur lequel j'ai fait faire de grosses modifications. Mais si c'est un produit qui existe, le fameux la fameuse marque blanche logotée dont je parlais en début de vidéo, je ne fais pas venir un produit. Puisque ce produit, c'est un produit générique qui existe, la seule chose que je fais, c'est modifier le packaging, le logoter, ouais, éventuellement rajouter deux, trois petites bricoles dessus, mais rien qui fondamentalement change le produit. Donc j'ai aucun intérêt à faire venir un échantillon, c'est une perte de temps et d'argent. Je pars directement sur la commande. Souvent, on vous préconise de faire venir des échantillons pour vérifier la qualité. Il n'y a rien de plus con à vous dire. Je suis désolé de le dire, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche votre usine, votre trader, votre agent de vous envoyer le meilleur produit qu'il est? Et le jour où c'est votre commande qui va partir, il va vous envoyer la pire merde qu'il avait dans les placards. Donc les personnes qui vous disent qu'il faut avoir un échantillon pour tester la qualité, c'est du n'importe quoi. Un échantillon, vous testerez jamais la qualité. La qualité, on va le voir après, ça se teste avec des inspections, mais pas avec un échantillon. Par contre, l'échantillon, il est, voilà, comme je viens de le dire, on ne teste pas la qualité avec. Euh, il est très intéressant quand on fait du vrai private label. Et là, vous pouvez avoir parfois même plusieurs étapes d'échantillon. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous avancez dans la modification de votre produit ou la création de votre produit, vous allez demander à chaque étape de fabrication un échantillon, ce qui va permettre de valider que ce que vous avez demandé convient. Et donc, du coup, on passe à la phase suivante. Un autre argument pour l'échantillon, c'est quand vous avez besoin de manipuler le produit. Vous avez vu un nouveau produit, vous savez qu'il se vend bien, par contre vous savez pas vraiment en fait comment il fonctionne. Là, ça peut avoir un intérêt.
Mais est-ce que ça vaut le coup de commander un échantillon en Chine ou est-ce qu'il vaut pas mieux finalement acheter un produit similaire sur Amazon par exemple pour pouvoir le tester? La question se pose, voilà, ça peut être un argument pour l'échantillon. Combien ça coûte un échantillon? Alors je vois souvent sur des groupes des gens râler sur le prix de l'échantillon. Il faut comprendre une chose, c'est que vous n'êtes pas les seuls acheteurs, vous n'êtes pas les seules personnes à contacter les usines, les traders pour avoir des échantillons. Beaucoup de gens commandent des échantillons, souvent pas parce qu'ils sont acheteurs, mais parce qu'ils essayent de gratter un produit à pas cher. Et il faut bien comprendre une chose aussi, c'est que vous préparez un échantillon, vous l'envoyez, ça a un coût en argent et en temps. Donc il est tout à fait normal que pour dissuader les demandes un peu abusives d'échantillons, votre fournisseur vous fasse payer l'échantillon au prix fort. Donc en général, vous le payez quasiment le même prix que si vous l'achetiez sur Amazon, plus les frais de port, parce qu'il ne faut pas oublier que ça traverse la planète entière, hein, ça vient d'Asie pour venir jusqu'en France. Hein. C'est pas comme si vous faites livrer un colis de la Redoute en face de chez vous, il y a un peu plus de kilomètres. Donc c'est normal aussi que les frais de port soient beaucoup plus chers. Souvent, je vois des personnes dire: «Oui, mais moi j'achète un produit, il fait 200 grammes, j'en ai pour, 50 ou 100 ou 200 euros de frais de port». Oui, mais le coût du transport n'a rien à voir avec le prix que vous avez acheté votre produit. C'est pas parce que votre produit il est pas cher que les frais de port sont pas chers. Donc pour la réponse du combien, en moyenne, on peut compter qu'un échantillon, ça vaut à peu près entre 75 et 100 dollars. Alors évidemment, c'est une moyenne. Vous pouvez avoir des produits qui vont vous coûter beaucoup plus cher s'ils sont très lourds. Ça dépend comment ils sont envoyés en avion express ou en avion cargo. Ou parfois, vous pouvez même demander, quand c'est des échantillonnages un peu volumineux, qui soient envoyés par bateau. Euh, et évidemment, à ce tarif-là, il n'y a pas de personnalisation. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment un échantillon avec le packaging complètement designé, etc., alors il est probable soit qu'on vous impose un MOQ, soit qu'on vous facture ce qu'on appelle des frais d'outils qui vont correspondre, si vous voulez, au fait de créer pour vous un produit unique juste pour que vous le testiez. Et souvent, ça n'a pas un grand sens de faire ça, à moins que vous fassiez un produit qui sort complètement de l'ordinaire et que vous allez vendre très très cher. Et puis au fur et à mesure, vous allez vous apercevoir que quand vous allez avoir un historique avec votre fournisseur, les échantillons ils vont commencer à devenir gratuits. Souvent, une pratique qui se fait aussi, c'est qu'on vous déduit le coût de l'échantillon. Alors, attention, on vous déduit le coût de l'échantillon, pas toujours le coût du transport, puisque le coût du transport, faut pas oublier que votre fournisseur, il l'a payé. Euh, donc, sur des très grosses commandes, ça ne pose pas de problème. Sur des petites commandes à moins de 5 ou 6 000 euros, vous doutez bien qu'il ne peut pas vous faire cadeau de 100 dollars. Il est là aussi pour gagner sa vie, il n'est pas là pour vous faire des cadeaux. Ensuite, l'étape suivante, eh bien, c'est la négociation. On a vérifié, on sait ce qu'on veut, on a trouvé le fournisseur avec qui on veut, éventuellement on a demandé un échantillon, il nous convient, donc maintenant il va falloir trouver un accord avec le fournisseur. Alors, qu'est-ce qu'on peut négocier? Le prix unitaire, très difficile de négocier le prix unitaire quand on n'a pas d'historique. On en revient toujours au même, c'est une question de budget. Si vous avez, si vous faites des petites commandes, si vous n'avez pas d'antériorité, vous attendez pas à négocier le prix unitaire. Et n'oubliez pas aussi que vous en aurez toujours pas votre argent. Donc, il y a un aspect culturel en Chine, on vous dit rarement non, voire quasiment jamais. Mais c'est pas parce qu'on vous dit oui que ça veut dire oui. Quand on vous retire 20 ou 30 centimes de dollars, hein, on peut très bien ou également vous retirer la même chose en valeur sur le produit sans que vous vous rendiez compte. C'est-à-dire passer d'un packaging qui était un joli packaging, et vous allez passer sur de l'OPP bag qui vaut rien. Donc, et certes, vous aurez gratté quelques centimes, sauf que derrière, votre fournisseur, il les aura récupérés en dégradant la qualité de votre produit. Le MOQ, je le redis pour ceux qui ne l'auraient pas intégré, c'est les quantités minimum à commander. Ça, pour le coup, ça fait partie des choses que vous pouvez négocier. Alors, je mets un bémol, plus vos produits vont être à faible coût, plus les MOQ vont être élevés et plus ça va être difficile à négocier. Plus vos produits sont chers,
plus ça va être facile de négocier. Aujourd'hui, il va être beaucoup plus facile de négocier à MOQ bas si vous commandez des, des spas, par exemple, hein, plutôt que si vous commandez des cure-dents. Vous doutez bien que si vous commandez des cure-dents, eh ben, vous n'allez pas pouvoir en acheter que 100, il va falloir en acheter quelques milliers. Alors que votre spa, normalement le MOQ est de 2 parce que c'est ce qu'on loge dans un container, mais je pense que c'est tout à fait possible d'en acheter qu'un seul. L'autre chose qui se négocie très très bien et sur lequel vous pouvez gagner beaucoup d'argent, c'est les services type le packaging. C'est-à-dire que vous ne négociez pas le prix unitaire de votre produit. On vous annonce un produit par exemple à 5 $. Ok, à 5 $, vous le prenez, pas de souci. Par contre, ce que vous pouvez négocier, c'est que si votre fournisseur qui vous connaît toujours pas va vous dire, bah voilà, si tu veux ton packaging personnalisé, ça va être 5 $ plus 35 centimes de dollars pour une color box personnalisée. Et c'est là où la négociation va pouvoir commencer, même avec des petits MOQ et même sans antériorité. C'est que vous pouvez lui dire, ok, mais moi, j'aimerais bien que tu fasses un effort sur le packaging. Ok, sur le prix unitaire, je prends à 5 $. Par contre, le packaging, essayez de le tirer le plus proche possible de zéro. Une fois que vous aurez de l'antériorité, vous verrez, le packaging, c'est pareil, c'est le genre de choses qui ne se payent plus. Tout ce qui est accessoires complémentaires aussi. Euh, imaginons que vous achetiez des cafetières type Senseo. Rien ne vous empêcherait de négocier que s'il y avait 3 cartouches de café intégrés avec, bah, plutôt qu'ils vous en mettent 3, ils vous en mettent 6. Voilà. Vous achetez toujours votre produit au même prix, par contre, vous lui demandez de rajouter un petit peu plus de consommables à l'intérieur. Les principales erreurs que je vois, et qui sont souvent issues d'ailleurs de conseils, ne pas connaître la différence culturelle. On ne s'adresse pas à un fournisseur asiatique de la même façon qu'on s'adresse à un fournisseur européen. Ils ont des façons de faire, ils ont des façons de parler, et il y a des choses qui ne se font pas. Ne pas connaître la valeur de son produit aussi. Si vous arrivez et que vous n'avez pas en tête un budget cohérent pour acheter votre produit, ça va être très compliqué de négocier avec votre fournisseur. Parce que souvent, quand vous êtes dans ce cadre-là, le troisième point arrive, c'est que vous êtes en négociation agressive. Alors soit parce que justement, on vous a conseillé d'être en négociation agressive, ce qui est une erreur grave. C'est aujourd'hui, si on vous annonce un produit à 5 $ et que vous lui dites, OK, mon coco, je te le prends, mais à 2 $ parce que ça vaut pas mieux, votre fournisseur, au mieux, il va arrêter de discuter avec vous parce que vous risquez de l'avoir insulté. Il y a du travail hein, derrière quand on vous vend un produit. C'est pas que un produit, c'est qu'il y a des gens qui ont travaillé pour le faire. Donc on fixe une valeur à un produit. Il y a toujours une petite marge de négo, mais par contre, passer d'un produit du simple au double, c'est insultant pour la personne qui vous vend ce produit. Donc on évite les négociations agressives, et d'autant plus quand on est un petit acheteur. Si demain vous êtes un Tesco, un Lidl, etc., il est évident que là vous pouvez vous permettre de dire ok, tu le vends 5 $, moi je te l'achète 2 $ parce que je vais t'en acheter 1 million où les autres vont acheter que 500 ou 1000 unités. Mais vous, dans votre cas, la négociation agressive, c'est vraiment à oublier. Et une des erreurs qui revient aussi très souvent, c'est que vous n'êtes pas capable d'adapter vos exigences à votre budget. N'oubliez pas que vous avez souvent affaire à des gens qui vendent pour des millions de dollars tous les mois de marchandises. Vous ne pourrez jamais obtenir les mêmes conditions et avoir les mêmes exigences qu'un gros client qui a de l'ancienneté, alors que vous êtes un tout petit, tout nouveau. Donc, ne soyez pas trop exigeant quand vous n'avez pas beaucoup de budget. Je ne vous dis pas d'acheter de la merde, c'est pas mon discours. Je suis en train de vous dire de faire attention. On le voit régulièrement. Vous avez des exigences de délai. Vous ne comprenez pas qu'on ne vous fasse pas passer en priorité. Je suis désolé, moi je suis fournisseur. Aujourd'hui, quelqu'un qui va me faire une commande de 100 000 balles, je vais le passer en priorité par rapport à quelqu'un qui fait une commande à 1000 euros. Et ce qui est tout à fait normal. Et d'autant plus si c'est quelqu'un qui a un historique par rapport à un nouveau client. Alors, ça paraît
politiquement incorrect de le dire, mais c'est une réalité commerciale. On favorise toujours ses gros clients et pas les petits, ce qui ne veut pas dire qu'on va maltraiter les petits, ça veut juste dire que les petits ne peuvent pas avoir les mêmes exigences que les gros. Donc ça, ne l'oubliez pas aussi, vous allez devoir faire des concessions. Vous ne pourrez pas tout avoir si votre budget est petit, si vous demandez des petites quantités et si vous n'avez pas d'historique. Et ça, c'est une des principales erreurs qu'on voit souvent, c'est commencer à râler parce que votre fournisseur ne vous donne pas ce que vous vouliez, ce que vous étiez imaginé à obtenir parce que vous êtes le seul client à traiter avec lui. Vous n'êtes pas le seul client. Je suis désolé de vous le dire, mais il y en a plein, plein derrière et qui ont sans doute des budgets beaucoup plus conséquents que le vôtre. Donc gardez ça à l'esprit quand vous négociez avec votre fournisseur. Vous ne pouvez pas obtenir tout ce que vous voudriez. Donc il va falloir avoir une deadline. Vous savez quel prix vous n'êtes pas prêt à dépasser. Vous savez quelle qualité vous ne voulez pas ne pas avoir. Mais par contre, parfois, il faut accepter que les délais soient plus longs pour vous parce que voilà, vous allez demander une commande un petit peu exceptionnelle ou parce qu'ils travaillent beaucoup plus avec les US et vous demandez par exemple un produit électrique avec une prise française. Bon, vous passerez quand la production sera pour les prises européennes, par exemple. L'étape suivante, une qui est très importante et également sous-estimée, ce sont les normes. Quand vous importez des produits et quand vous les sourcez, suivant le pays dans lequel vous allez le vendre ou en tout cas l'importer, chacun de ces pays a des normes différentes. Et c'est très important de les connaître, et c'est très important de les obtenir. Si votre produit doit être vendu en Europe et qu'il est soumis à une norme CE, vous devez savoir à quelle norme il est soumis et vous devez vous assurer que votre fournisseur est bien normé sur ce produit-là. Donc, les exigences réglementaires du pays. Est-ce que mon fournisseur a les certifications qui correspondent à ce produit? Il faut faire attention aussi. Parfois, certains fournisseurs, en fait, ont une certification CE, mais pour d'autres produits, pas sur celui-là. Ou alors, c'est une certification CE pour ce produit, mais qui appartient à une autre usine. Et puis la question principale, c'est est-ce que mon produit est aux normes? Parce que vous allez trouver des fournisseurs qui vont être capables de vous vendre le produit 50% moins cher que son concurrent, tout simplement pas parce que qualitativement il est inférieur, c'est juste qu'il y en a un qui a fait la démarche de faire normer son produit et pas l'autre. Donc après, la question se pose, est-ce que ça peut valoir le coup de payer son produit 50% moins cher et de payer un laboratoire pour obtenir une certification sur ce produit ou est-ce que je ne me prends pas la tête, je vais sur celui qui lui a déjà fait normer ce produit, je vais le payer 50% plus cher, mais au moins j'ai un produit qui a déjà sa certification. Tout ça sont des questions qu'il va falloir se poser. Auprès de qui vous allez pouvoir obtenir des informations? La douane, la DGCCRF. Alors oui, je sais, ça ne s'appelle plus comme ça, mais pour moi, ça restera toujours la DGCCRF. Ces deux entités, vous allez trouver sur leur site des informations qui vont être intéressantes. Je vous conseille juste de faire attention. Quand vous les avez au téléphone, beaucoup de ces réglementations sont sujets à interprétation. Et vous risquez, si vous appelez 3 personnes différentes et que vous posez 3 fois la même question, d'avoir 3 réponses différentes ou 3 versions pas complètement identiques. Donc voilà, normalement ils savent de quoi ils parlent, mais méfiez-vous. N'oubliez pas que ces organismes-là sont là pour protéger le consommateur et pas pour protéger l'importateur. Donc ils vont forcément vous donner des réglementations qui sont parfois un peu au-delà de ce que vous êtes censé faire en réalité. Donc voilà, faites toujours attention aux interprétations des réglementations quand vous interrogez ces deux organismes. Quand vous travaillez avec un agent, les agents en général connaissent plutôt bien les réglementations, d'autant plus s'ils exportent dans le pays dans lequel vous êtes, Europe, US, etc. Les transitaires en général connaissent plutôt pas mal aussi la réglementation, donc vous pouvez les questionner. Et puis évidemment, le fournisseur. Si votre fournisseur est qualitatif, alors pour ça évidemment, il faudra avoir fait en amont un bon travail de sourcing au niveau de votre fournisseur et être sûr que c'est un fournisseur qui est fiable, qui est qualitatif et qui a l'habitude de travailler dans votre pays. À partir de là, vous allez déjà pouvoir obtenir des informations. Je vous ai dit tout à l'heure,
en introduction qu'il fallait vraiment s'intéresser à son produit et à sa catégorie. À partir du moment où vous avez fait ça, votre fournisseur ne vous en voudra jamais de pas tout savoir. Donc vous êtes en droit aussi de lui poser des questions et il vous apportera souvent des réponses, voire même des conseils éclairés sur des choses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Par contre, si vous arrivez les mains dans les poches et puis qu'il s'aperçoit que vous ne savez pas du tout de quoi vous parlez, il ne fera pas d'effort. Donc le fournisseur peut être un très bon contact. La sixième étape, une des plus importantes, la production. Alors, quand est-ce qu'elle intervient la production? Eh bien, quand vous avez accepté le proforma, le devis. Donc pour ça, vous vous êtes mis d'accord, vous avez négocié avec le fournisseur, vous avez vérifié toutes les caractéristiques que vous souhaitez sur votre produit ou sur votre offre. Et donc tout ça a été mis noir sur blanc sur le proforma et vous allez pouvoir donc l'accepter. Et pour l'accepter, vous allez payer un acompte. La règle, et surtout quand on commence juste dans l'import, c'est de payer 30% à la commande, 70% juste avant l'expédition. Certains fournisseurs vont vous demander du 50-50. Ponctuellement, on peut vous demander 100% d'acompte. C'est uniquement le cas sur des marchandises qui sont déjà produites, sur lesquelles on va juste modifier. Par exemple, si la marchandise existe déjà et vous demandez juste à ce qu'on vous colle votre logo sur le packaging, il y a tellement peu de travail à faire dessus, ça va aller tellement vite que en général le fournisseur vous demande un acompte 100%. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter, vous pouvez très bien essayer de renégocier. Par contre, sachez une chose, c'est que à partir du moment où personne ne vous connaît, ne vous attendez pas à payer les 70% restants à la livraison. J'ai eu certaines questions comme ça. Ça, on le fait quand on commence à travailler de façon régulière avec des personnes. Quand vous avez des agents ou des usines avec lesquelles vous travaillez régulièrement, vous les payez même les 30% d'acompte au moment de l'expédition et les 70% restants, vous les payez un mois ou deux après la livraison. Mais ça, c'est pas tout de suite, c'est beaucoup plus tard. Ensuite, au niveau des délais, alors, une production, en règle générale, ça reste une généralité. Évidemment, ce que je vous dis là va dépendre de votre produit, du lieu de production, de la période de l'année aussi. Mais en général, une production en usine, ça prend entre 15 et 45 jours. Qu'en est-il quand il y a des retards? Alors, eh bien, les retards, souvent, c'est inhérent à la production. C'est des choses qui peuvent arriver, donc vous ne pouvez pas toujours en tenir rigueur à votre fournisseur. Ça dépend du retard. Un retard d'une semaine et un retard de 2 mois, c'est pas la même chose. Et tout ça fera partie justement de la négociation que vous avez eue en amont et des conditions que vous avez fait mettre sur votre proforma, c'est-à-dire rien ne vous empêche de dire que bah, à partir de 15 jours de retard, c'est 10% de pénalité, à partir d'un mois de retard, c'est 15% de pénalité, etc. Je le redis, ce sont des conditions que vous allez pouvoir faire inscrire sur un proforma quand vous allez commencer à avoir un petit peu de poids sur une commande à 1000, 5000, aller jusqu'à 10 000 euros, 10 000 dollars, pardon, ça va être difficile d'imposer aux fournisseurs des grosses pénalités. Vous allez pouvoir essayer d'en placer quelques-unes, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Et sur des toutes petites commandes, vous oubliez, aucun fournisseur n'acceptera des pénalités sur une petite commande, ou alors il les acceptera, mais en cas de problème, de toute façon, il ne respectera pas son contrat. Au niveau des modifications, alors il peut arriver que, il y ait des modifications qui augmentent le coût. Alors même chose, hein, il va falloir reprendre les négociations avec votre fournisseur. Donc ça risque d'augmenter les coûts, ça risque d'augmenter les délais. Mais le concept même du sourcing et de l'import, c'est que c'est pas un long fleuve tranquille et ça sera toujours semé d'embûches, comme dans tout business, hein. Et ça fait partie des étapes un petit peu compliquées. Donc voilà, il faut le savoir. Vous aurez bah, peut-être des retards, peut-être des problèmes de modification. Alors attention, parce que vous pouvez aussi tomber sur des fournisseurs qui ont comme habitude peu de temps avant la livraison de vous dire voilà, tel matériau a pris de la valeur ou j'ai plus en stock tel produit, j'ai été obligé de changer de fournisseur, donc ça me coûte plus cher, donc je suis obligé de vendre mon produit plus cher. À partir du moment où vous avez signé le proforma et que vous avez payé la compte, le montant, il est ferme, donc si la matière première a augmenté entre-temps, c'est pas votre problème. Par contre, sachez que si la matière première a augmenté, c'est quelqu'un en ce moment, toutes les matières premières augmentent,
au moment de votre réassort, il est possible que vous ne payiez plus du coup le même prix unitaire que vous aviez pu négocier la première fois. Peut-être qu'il y aura une augmentation de 5 ou 10% suivant l'inflation des matières premières. C'est des choses qui sont faisables. L'étape 7, le packaging. Alors, je ne vais pas beaucoup m'attarder sur le packaging, mais il y a des petites choses à savoir. Au niveau du packaging, le coût est très variable. En règle générale, quand vous avez un petit peu d'ancienneté, vous ne les payez plus, sauf si vous demandez des choses très particulières. Si votre packaging, vous voulez qu'il soit fait en cuir, gravé en or, etc., forcément vous allez le payer. Mais sur un emballage standard, normalement, c'est gratuit. Vous allez pouvoir souvent négocier aussi les designs. Alors, c'est pas toujours vrai avec les usines. Les traders et les agents y arrivent assez facilement parce qu'ils travaillent avec des sociétés extérieures, donc ils arrivent en fait à vous englober dans le coût de l'offre, euh, voilà, les designs. Et souvent même dans leur propre bureau, ils ont des designers, donc vous pouvez leur demander en fait de faire le design du packaging pour vous, et ça peut être inclus, c'est rarement payant si vous le demandez gentiment. Faites attention à la réglementation aussi. Il y a des réglementations sur les emballages. Je pense par exemple aux OPP bags, les sacs plastiques. Il faut penser à la réglementation anti-étouffement. Les différents types en fonction de vos besoins. Je viens de parler de l'OPP bag, donc le sac plastique. Vous avez ce qu'on appelle la color box, qui est la boîte cartonnée avec une couleur. Vous pouvez avoir juste le packaging brut. Enfin, il existe plein de formes de packaging différents. À vous de négocier en fonction de vos besoins et de votre budget et de aussi ce qui peut être proposé. Parce que parfois, pour certains produits, en fonction de certains fournisseurs, vous allez être limité. Ils auront par exemple à vous offrir que l'OPP bag. Donc, si vous voulez modifier votre packaging, il faudra passer par une entité différente. N'oubliez pas également de négocier vos EN. Ça serait dommage de faire venir des produits avec un packaging personnalisé et d'être obligé après de réimprimer des étiquettes pour les coller derrière. Étape 8. Alors, c'est pareil, celle-ci, je pense que c'est une des étapes que vous ne faites jamais. Et c'est celle qui justement vous éviterez tous les problèmes qu'on voit après fleurir sur les forums et les groupes où vous vous plaignez d'avoir un produit de mauvaise qualité, de ne pas avoir ce que vous avez voulu, de ne pas avoir la quantité que vous avez voulu, etc. Donc cette étape, c'est celle de l'inspection. Il y a une règle absolue, c'est qu'on ne fait jamais sortir un produit d'une usine ou d'un entrepôt en Asie sans une inspection. Alors, à partir de quand on fait une inspection? Donc, il en existe plusieurs types. Il y a ce qu'on appelle l'inspection initiale. Donc, celle-ci, on va plutôt être pas dans l'inspection du produit, mais plutôt dans l'inspection de l'outil de fabrication. On va s'assurer que l'usine existe, que elle a les reins solides, que le matériel est en bonne qualité. Imaginez que vous fassiez, je vais vous prendre un exemple que j'ai vu, c'est pour ça. Imaginez que vous vouliez fabriquer des canapés en cuir blanc et que l'usine soit à côté d'un garage où vous ayez, imaginez, l'huile de vidange qui traîne partout. Je vous laisse imaginer la gueule du canapé quand vous allez le recevoir avec les traces bien noires dessus. Voilà, donc on peut faire une inspection initiale. Ensuite, vous avez l'inspection de production. Alors celle-ci, elle peut se faire soit en cours de production, soit en fin de production avant que toute la marchandise soit mise dans le master carton. Et puis ensuite, vous avez l'inspection avant expédition. Alors celle-ci peut avoir plusieurs formes, c'est-à-dire que si vous n'avez pas fait d'inspection en amont, vous pouvez faire inspecter au hasard un pourcentage de vos produits. Par exemple, vous demandez de faire une inspection partielle et on va prélever au hasard dans les master cartons 10% des produits qui seront complètement ouverts. Et vous pouvez également, puisque là les master cartons sont prêts, qu'on peut supposer d'ailleurs que ça a été posé sur une palette, vous pouvez demander à l'inspecteur de vérifier que votre palette, elle a été faite correctement, votre master carton, il est propre, il n'est pas abîmé, et que les étiquettes d'expédition ont été remplies et collées correctement. Comment ça se fait? Alors, ça, il va falloir prévoir les conditions à la négociation en amont, c'est-à-dire dire à votre fournisseur, voilà, je vais faire une inspection à telle période et de telle façon. Et puis, vous allez mettre toutes les conditions dedans. C'est-à-dire que si vous trouvez plus d'un certain pourcentage de produits
défectueux, eh bien, il faudra qu'il vous les change et ou alors il vous fera une petite réduction. Alors sachez que la production à 100% parfaite n'existe pas. Que vous commandiez 100 pièces ou que vous commandiez 100 000 pièces, vous aurez toujours un pourcentage d'erreur dessus. Alors parfois, ça passe complètement inaperçu, et puis parfois, bah, ça peut être un oubli, on a oublié une pièce dedans, ou bah, vous avez un de vos objets qui a été cassé, ou enfin, il peut y avoir tellement de cas de figure, mais ne vous attendez pas à avoir 100% de produits nickel, ça n'existe pas. Au niveau du coût, alors souvent vous le faites pas parce que ça coûte cher. En moyenne, une inspection, ça coûte à peu près 200 $ pour une inspection sur des petites quantités, pris au hasard. Alors ça peut aller beaucoup plus haut quand on a des gros volumes à inspecter et sur des inspections très techniques, mais voilà, en gros, ça entre 200 300 $, vous avez déjà une inspection de qualité. Heu, donc effectivement, c'est pas un coût qui est énorme, et quand on fait le calcul de ce que ça vous coûte de faire venir vos produits à la maison, vous allez tous les ouvrir un par un, avec un peu de chance, en plus vous allez abîmer une partie des packaging, pour pouvoir après les faire réexpédier dans un entrepôt Amazon ou dans un entrepôt 3PL, bah, finalement, ce que vous aurez payé en transport pour faire cette navette, hein, vous auriez pu le mettre auprès d'un service d'inspection qui est très performant. Les services d'inspection chinois, enfin, de toute façon en général dans le monde, sont plutôt très tatillons, et vous avez des rapports qui sont très qualitatifs. Alors, qui paye cette inspection? Eh bien, c'est vous. Par contre, quand il y a une contre-inspection parce qu'il y a eu un problème au niveau de l'inspection, sous réserve d'avoir été négocié en amont évidemment, c'est normalement au fournisseur de la prendre en charge, c'est-à-dire qu'il va refaire faire une inspection à l'identique après avoir rectifié le tir, et c'est à lui, vous allez faire revenir le même cabinet d'inspection, mais par contre, la facture, ça sera auprès de votre fournisseur. Toujours, je le répète, sous réserve de l'avoir négocié avec votre fournisseur, puisqu'il est aussi tout à fait en droit de refuser cette clause. Un fournisseur, par contre, qui vous refuse l'accès à ses entrepôts ou à son usine pour inspection, en général, c'est pas une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il va y avoir un problème derrière. Est-ce que c'est obligatoire? Eh bien non. C'est justement le problème, c'est que comme c'est pas obligatoire, beaucoup ne le font pas, et beaucoup pleurent après de ne pas l'avoir fait. Et l'étape suivante, qui est aussi une étape très importante, c'est le shipping. Donc le transport, l'expédition, ou l'import, comme vous voulez, heu, de votre produit de l'usine à au lieu, de destination, donc qui peut être un entrepôt Amazon, un entrepôt 3PL, votre bureau, votre maison, peu importe l'endroit. Donc on peut le faire comment? Beh, par avion, qui est en général, plutôt, alors je sais que sur beaucoup de formations, on vous conseille de faire l'avion, c'est, à mon sens, une idiotie. On ne fait pas d'importation par avion, sauf si vous faites du tout petit produit, si demain vous apportez des bijoux ou des choses qui sont vraiment peu lourdes et peu volumineuses, l'avion, pourquoi pas? N'oublions pas qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est en période de pandémie, peu d'avions circulent, donc les prix ont explosé. Alors moins pour l'avion que pour le bateau, mais ça n'empêche que les prix sont quand même très élevés, et le fait d'importer des produits par avion, vous allez manger toute votre marge. L'autre possibilité, le train ou le camion. Alors le camion est très peu utilisé, hein, pour la Chine, sur l'Europe, mais ça existe, sachez-le. Le train se développe juste, il a un inconvénient, c'est que bah, actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, euh, comme peu d'avions font du fret de marchandises, la plupart de ceux qui faisaient de l'avion se sont rabattus sur le train. Et il faut savoir également que la route de la soie que finance actuellement la Chine n'est pas encore complètement terminée, donc il y a encore quelques problèmes d'infrastructure, et surtout des problèmes structurels en termes de dédouanement et euh, de transit au niveau au niveau des marchandises, entre le moment où ça va être déchargé, rechargé, dispatché, etc. Le train, c'est très bien, mais ça reste encore un petit peu compliqué. Je pense que 2022, le train sera très intéressant. 2021, la question peut se poser. Et donc le plus utilisé dans le monde, c'est le bateau. C'est celui qui, hormis à la période où je suis en train de tourner cette vidéo, est toujours le moins cher, et le plus fiable. Alors, vous n'êtes jamais à l'abri qu'un container tombe à l'eau, ça arrive sur quasiment chaque bateau.
mais c'est quand même pas de bol si ça tombe sur votre container à vous. Donc, moi, je vous conseille, quand on fait de l'importation, c'est de faire du bateau. Évidemment, train ou bateau nécessite d'avoir un volume minimum. Si vous avez que un ou deux cartons, alors déjà, vous ne faites pas de l'importation avec un ou deux cartons, c'est éventuellement de l'échantillon, c'est tout. Sauf si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous travaillez sur des produits qui sont très très petits, comme du bijou, où là, effectivement, c'est normal d'avoir qu'un ou deux cartons. Mais si vous travaillez sur des produits qui sont un petit peu plus lourds, en général, donc plus lourds ou plus volumineux, vous allez travailler sur le train et le bateau. Autre chose aussi, on voit souvent dans les groupes parler de prix au kilo. Alors éventuellement, on achète du prix au kilo en avion, mais par contre, on achète du volume sur du train ou sur du bateau. Donc arrêtez d'acheter votre kilo de rôti de porc, c'est ridicule. Vous, vous- vous voulez faire transporter du volume et non pas du poids. Donc parler en prix au kilo pour vos expéditions, ça veut rien dire. Qui va s'occuper de votre shipping? Alors, l'option la plus communément utilisée, surtout quand on est nouveau dans le business, c'est d'utiliser le fournisseur avec le fameux DDP. Je ferai une petite parenthèse sur le DDP tout à l'heure, à qui vous allez demander en fait de vous faire une espèce d'offre clé en main sur lequel il va vous vendre le produit, le shipping, le dédouanement, etc. Dans les faits, il va vous vendre effectivement le produit, le shipping sur lequel il vous l'aura vendu 10 fois plus cher puisqu'il va forcément marger dessus, ce qui est tout à fait normal, il vous vend un service, il se rémunère dessus. Et quant au dédouanement, bah, il est assez hasardeux parce que souvent, soit il triche sur la valeur déclarée, soit sur la... Je vais vous montrer, je fais une petite pause le temps de vous montrer un autre document. Voilà, je vous montre un petit document qui a son importance et qui est souvent sous-estimé quand on vous parle de DDP. On vous dit, je l'ai vu, mais alors des dizaines de fois sur des groupes, euh, quand vous faites du DDP, ne donnez pas votre numéro EROI à votre fournisseur, comme ça il sera obligé de dédouaner en son nom. C'est pas vrai, c'est des conneries. Le document qui sert à dédouaner, c'est celui-ci. Et en fonction de ce qui va être rempli sur ce document, on va dire à l'administration qui s'occupe de quoi, qui va payer quoi, et sur les parties un petit peu plus en dessous, on va déclarer également les marchandises ainsi que leur valeur. Donc la première triche au niveau du DDP, c'est de donner une valeur inférieure à la réalité. Imaginons que vous ayez une cargaison de 10 000 euros, on va la déclarer à 2 000, comme ça on ne paiera pas le montant de TVA qui est réellement dû. Mais l'autre triche, alors en fait, je dis triche, mais le terme est très mal choisi, puisqu'en fait, c'est pas de la triche. C'est ce qu'on appelle du DDP hors TVA. C'est ce qui est le plus pratiqué en fait entre l'Asie et l'Europe. Pour une raison simple, c'est que le dédouanement en Europe, c'est un casse-tête sans nom, puisque imaginez un fournisseur chinois qui doit expédier la même marchandise en France, en Allemagne, en Italie, va devoir se taper des taux de TVA qui vont être différents, des comptes pour obtenir des numéros de TVA qui vont être différents. Ils vont être dans la même situation que vous si vous vendez sur Amazon, où vous êtes obligé, quand vous vendez en FBA et en pan-européen, d'avoir une immatriculation fiscale dans chacun de ces pays. Bah, beaucoup de fournisseurs chinois pas envie de faire ça. Ça s'explique tout bêtement qu'aujourd'hui, une grosse partie de leurs clients est plutôt américaine plutôt qu'européenne, et que en plus pour faire de la petite expédition, ça les intéresse pas du tout. Donc l'astuce réside dans le fait de marquer ici que l'importateur, c'est vous, ce qui dans les faits est le cas, mais vous allez être également la personne qui va supporter la taxe. C'est pour ça que de temps en temps, avec votre soi-disant DDP, vous recevez une jolie facture vous demandant de payer la TVA. Ce qui est normal, puisqu'en fait, vous avez été déclaré au niveau des douanes comme la personne qui devait payer la TVA. Donc voilà pourquoi le DDP est quelque chose de dangereux. Hop, je repasse sur l'autre écran. Voilà, donc nous en étions à l'étape 9.
on avait vu l'avion, le train, le bateau. Qui fait quoi donc? On en était justement là au fournisseur que je vous déconseille formellement. Donc je vous ai montré pourquoi, parce que vous n'aviez pas la main sur votre shipping, vous n'aviez pas la main sur votre dédouanement, et parce qu'en fait le coût de transport va être 10 fois plus cher que ce que vous êtes censé payer normalement. L'autre option, c'est d'avoir votre propre transitaire. Alors cette option est la meilleure, sous réserve évidemment d'avoir un bon transitaire. Si vous prenez même chose, n'importe quelle personne sur n'importe quel groupe, c'est une galère, et vous allez avoir que des problèmes. Donc faites bien attention à votre transitaire, car c'est également à lui que vous allez confier votre marchandise, et vous allez également lui confier le fait de dédouaner votre marchandise en votre nom, c'est-à-dire de faire les déclarations, de remplir la feuille que je vous ai montrée juste avant. Et si cette personne le fait mal, c'est sur vous que ça retombe, pas sur lui. Lui n'aura fait que une déclaration pour vous. Donc faites très attention. Je vous l'ai marqué, attention aux règles d'importation. Un mauvais shipping peut ruiner votre marge et votre société. C'est-à-dire que au mieux, si vous avez fait du DDP et que vous avez payé 10 fois le prix du frais de port que vous étiez censé payer normalement, bon, bah, ça va impacter votre marge, c'est-à-dire que bah, au lieu de pouvoir gratter un petit peu plus d'argent pour investir ailleurs, bah, vous allez le mettre tout bêtement dans du shipping, ce qui est ridicule puisque c'est un bon moyen aussi de gagner de l'argent. Et le pire, c'est que votre marchandise se retrouve bloquée en douane parce que vous n'avez pas utilisé la bonne personne, qu'elle n'arrive quasiment jamais aussi, c'est des choses qui peuvent arriver, qu'elle soit détruite, ou que vous soyez avec une marchandise qui est bloquée en douane, qui va être vérifiée, donc vous allez payer l'heure de main-d'œuvre, vous allez payer le stockage de votre marchandise, et puis on peut très bien vous réclamer aussi des attestations, de faire des analyses, etc. Donc faites très attention quand vous faites votre sourcing et quand vous choisissez votre transitaire à choisir des personnes de qualité et à faire les choses de façon correcte. Sinon, vous aurez que des problèmes. Si vous le faites bien, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas la recette du succès en ayant suivi toutes ces petites règles. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de répondre au maximum d'interrogations que je trouve le plus régulièrement sur les groupes. Si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à aller les poser sur le groupe Sourcing en Chine à Mazup sur Facebook. Évitez de me poser trop de questions sur YouTube. Clairement, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, donc autant je réponds assez facilement sur Facebook. Sur YouTube, je réponds plus rarement. Voilà, je laisse toujours la partie commentaires, je censure pas les commentaires que vous faites. Mais voilà, vous étonnez pas si je réponds pas forcément, c'est pas parce que j'ai pas envie de vous répondre, c'est parce que je peux pas être partout en même temps. Voilà, si ça vous a plu, ben vous n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et d'appuyer sur la notification pour les prochaines vidéos. Allez, bye bye.